Des arbres et de l'eau. De l'eau et des arbres à perte de vue. Voilà l'image sauvage que l'on peut admirer en arrivant ici. C'est celle du poumon vert de la planète. Et pourtant, c'est un tout autre paysage qui très vite s'étale sous nos yeux, qui n'a plus rien à voir avec la forêt vierge. Une nature entièrement remodelée par l'homme. Le royaume de l'agriculture intensive. Des parcelles immenses à perte de vue. Le Mato Grosso est grand comme 2 fois la France. Sa superficie est presque entièrement dédiée au soja. Au moment des récoltes, une armada de machines géantes s'affaire dans un balai incessant. Aussitôt les moissonneuses-batteuses passées, suivent, à quelques mètres derrière, des engins qui sèment déjà pour la récolte suivante. Car à peine quelques mois plus tard, le soja sera de nouveau fin prêt à être moissonné. Au Brésil, cette plante se récolte 3 fois par an, au lieu d'une seule fois chez nous, pour fournir la terre en soja. Ici s'est produit une révolution qui a tout chamboulé en quelques années. Perdue au milieu des champs, Sapezal. Une petite ville qui ne paye pas de mine. Il y a 20 ans, elle n'existait pas. Aujourd'hui, c'est l'une des capitales mondiales du soja, qui compte 20 000 habitants. De tout le pays, on vient tenter sa chance dans ce nouvel Eldorado, mais les seuls maîtres ici, ce sont les grands producteurs. Alors là, on arrive dans l'une de mes plus grandes fermes. C'est même la 2e en taille. À 29 ans, Guilherme dirige un empire créé par son père, le groupe Schaefer. L'an dernier, ils ont engrangé 150 millions de dollars en vendant leurs graines aux 4 coins de la planète. Une manne miraculeuse qui ne fait que croître. Dans ces silos sont stockées les tonnes de soja qui vont bientôt partir à l'étranger, où elles sont attendues avec impatience. Car depuis quelque temps, la demande mondiale a explosé. Dans ce hangar, une centaine de sacs. À l'intérieur, ces fameuses graines qui ont envahi notre alimentation. Les principaux marchés sont l'huile et les protéines pour les aliments pour animaux. Le poulet, le porc, le bœuf. Il y a même le chocolat, la boulangerie, toutes sortes de boulangeries d'ailleurs, le pain, les biscuits. Je sais qu'on utilise du soja pour fabriquer plus de 300 produits. En 50 ans, la consommation du soja a ainsi été multipliée par 10. Résultat, son prix ne cesse de grimper. Pour Guilherme, ces petites graines se sont donc transformées en pépites. Ouais, c'est comme de l'or pour moi, oui, oui. Guilherme est fier de son trésor. Pourtant, ce qu'il fait mine d'oublier, c'est que le soja qui fait sa fortune fait aussi peser une énorme pression sur la réserve en eau du Brésil. Et voici pourquoi. Tout d'abord, cette plante a naturellement besoin de beaucoup d'eau pour pousser. De quoi expliquer une bonne partie des milliers de litres qui vont se retrouver dans notre poulet. Mais il y a un autre problème qui prouve l'impact du soja sur cette ressource. La culture de cette plante est en train de dérégler le climat de toute la région. Tu penses qu'il va pleuvoir là? Ah ouais, je crois que ça ferait du bien à la terre. Ouais, c'est très sec là. Au Mato Grosso, depuis quelques saisons, un phénomène nouveau est apparu. Il pleut moins. Dans les champs, le manque d'eau rend les sols très secs. Contre-coup direct pour Guilherme, son soja pousse plus lentement. Généralement, il y a davantage de pluie à cette période. Cette année, c'est plus sec que la normale. Le climat de ces 2 dernières années est de plus en plus difficile à prévoir. C'est beaucoup moins stable que dans le passé.
Pour pouvoir garder son rythme de 3 récoltes par an, Guy Hermé compte même puiser de l'eau dans le sol pour irriguer ses champs. Un comble dans cette région tropicale aux pluies jusqu'à présent abondantes. D'autant que pour les scientifiques, c'est l'arrivée de la culture du soja qui est précisément la cause de ce dérèglement climatique. Car le Mato Grosso n'a pas toujours eu ce visage. Il y a encore une vingtaine d'années, cet État brésilien n'était que savane boisée et forêt. Un poumon vert qui fournit de l'oxygène en grande quantité à notre planète, mais aussi, ce que l'on sait moins, énormément d'eau. Quand il pleut, l'eau est absorbée par les arbres. Puis avec la chaleur, une partie de l'eau s'évapore dans le ciel. Elle forme des nouveaux nuages qui produiront une nouvelle pluie. Sauf qu'un événement majeur va bouleverser ce cycle. Dans les années 80, le gouvernement décide de sacrifier tout un écosystème. La forêt est rasée puis brûlée pour en faire des terres de cultures intensives, économiquement beaucoup plus rentables. Sur cette photo satellite, prise en 1996 par la NASA, l'état du Mato Grosso. En vert, des millions d'hectares de forêt. 10 ans plus tard, la transformation est spectaculaire. Les champs ont totalement remplacé les arbres. Une déforestation industrialisée, orchestrée par le gouvernement, mais dont la planète paye déjà les conséquences. Désormais, au Mato Grosso, le cycle de la pluie est considérablement altéré. Les arbres ont été remplacés par les champs de soja. Il pleut toujours, mais avec la chaleur, le soja va rejeter dans l'air moins d'eau que la forêt. Des études l'affirment, un champ de soja génère presque 2 fois moins de pluie qu'une forêt. Mais abattre des forêts pour les remplacer par du soja, cela ne casse pas seulement le cycle de la pluie. Cela dévaste aussi une partie du bassin amazonien qui contient 15% de l'eau vive mondiale. Car peu à peu, ces rivières s'ensablent. C'est le cas de l'Araguaia, l'une des plus importantes rivières du Brésil. Max Bayer en a fait son terrain d'étude. Ce professeur de géologie analyse l'impact de ces cultures intensives sur les réserves d'eau douce. Tu fais le tour là et on rentre par l'autre côté. Le long de l'Araguaia, Max Bayer nous fait découvrir ce paysage inimaginable dans cette zone tropicale. Un des bras de cette rivière a été entièrement comblé par des dunes de sable, un désert né en quelques années suite à la déforestation et à l'arrivée du soja. Sur nos cartes de navigation dans les années 80, c'était encore indiqué qu'il y avait ici un bras de rivière qui coulait autour de cette petite île. Mais en une trentaine d'années à peine, cette rivière a disparu en se remplissant de sable. Sur des kilomètres ici, le sable a remplacé l'eau. Pour Max, nous assistons à un désastre écologique, avec pour seul responsable le soja. Pour nous montrer comment cette culture peut avoir causé de tels dégâts, Max nous entraîne un peu au bord de l'ancienne rivière. Ici, à quelques mètres de la rive, poussait encore il y a peu de la forêt, mais tout a été arraché. Or, tout déboisé, cela perturbe le cycle de l'eau dans le sol. Car le soja, comme ses herbes, a de petites racines, des racines incapables de faire le même travail que celles des arbres. Ici, vous voyez ces arbres de la forêt ? Leurs racines vont jusqu'à 15-20 mètres de profondeur. Elles peuvent pomper l'eau très profond en cas de sécheresse et elles retiennent mieux l'eau en réserve, comme des éponges. Si on arrache ces arbres et leurs racines et qu'on les remplace par du soja, on perd tout ça.
Avec ses petites racines, cette plante ne peut pas puiser l'eau bien profond. Et surtout, quand la pluie tombe, l'eau ne va plus s'infiltrer lentement dans la terre. Elle va s'écouler en surface. Elle va raviner. Et puis ça va creuser le sol. Et ça provoque des glissements de terrain. Et voilà comment, en supprimant les racines des arbres, on a rendu ces terres plus friables. À chaque pluie, une partie du sol est emportée et va peu à peu ensabler la rivière. Et l'Araguaia n'est pas la seule touchée. L'ensemble des fleuves brésiliens qui prennent leur source au milieu des champs de soja est concerné. Des fleuves cruciaux pour notre planète car ils alimentent le bassin amazonien, la plus grande réserve d'eau douce vive au monde. Une réserve menacée par la culture massive du soja, destinée entre autres à nourrir notre poulet. Une réserve qui est aussi la source de vie des derniers peuples de la forêt. Dans la jungle amazonienne, aux premières lueurs du soleil. Comme un rituel, chaque matin, les femmes, les hommes, les enfants vont se baigner dans la rivière. Yaiku et sa famille sont des Kisedje, des Indiens d'Amazonie. Selon leurs croyances, ce bain matinal ne sert pas juste à se laver, il permet surtout de purifier le corps dans l'eau sacrée de la rivière. L'eau de la rivière, elle est vitale pour nous. On y va le matin car cela enlève toutes les saletés de la nuit. Cette eau, elle a toujours permis à notre corps de ne pas tomber malade et de rester en bonne santé. Cette eau sacrée, ces Indiens se lavent avec, ils la boivent quand ils se baignent. Grâce à elle, ils ont su traverser les siècles loin de toute civilisation. Mais aujourd'hui, cette existence est menacée. Au village des Kisedje, elles ne sont que quelques dizaines de familles à vivre. Leur tribu fait partie d'une des dernières communautés indigènes du Mato Grosso. Tous vivent sur un territoire protégé, le parc Chingu, et tous se battent contre un ennemi qui les encercle. Car leur réserve ressemble aujourd'hui à une mince langue de forêt entourée de champs de soja. Mais même à l'intérieur de leur oasis, ils ne sont pas à l'abri, car la déforestation alentour a dénaturé tout leur environnement. Dans leurs rivières qui se remplissent, elles aussi de sable, l'eau devient plus trouble. Or, ces rivières étaient jusqu'à présent la principale source de nourriture du village. Comme leurs ancêtres, c'est à l'arc que Yaiku et les siens chassent le poisson. Mais depuis quelques années, les prises se font bien maigres, car l'eau sablonneuse empêche de repérer les proies. La couleur de la rivière change. Avant, c'était propre, on pouvait voir les poissons. Là, ça fait combien de temps qu'on cherche? Avant, c'était pas comme ça. On arrivait en courant, on encerclait le poisson et on le tuait. Aujourd'hui, c'est plus possible. Manger de la raie, le poisson le plus nourrissant pour les Indiens, devient de plus en plus rare. Mais la pêche qui diminue, ce n'est pas le seul impact de la culture de soja sur la qualité de l'eau. Au village, d'autres signes inquiètent bien plus les Indiens. Dans cette rivière si cruciale pour leur survie, Yaiku et les siens continuent de s'y baigner et de la boire, mais ils se méfient de plus en plus de leur eau. Depuis quelques années, il y a de plus en plus de gens qui se plaignent de démangeaisons. Ça les gratte après s'être baignés. Alors les gens sont de plus en plus inquiets. Parce que plus haut là-bas sur la rivière, il y a tous ces champs de soja et on ne sait pas trop ce qu'ils mettent dedans. Une eau polluée par le soja, c'est la crainte de tous. Pour eux, le soja qui pousse si près d'ici aurait apporté un nouveau fléau. Des produits toxiques. Une chose est sûre, pour faire pousser plus vite ce soja,
on déverse des tonnes de pesticides et d'engrais chimiques dans la région. Alors comment savoir si ce soja qui nourrit nos poulets a un impact sur l'eau et la santé? Aucune étude scientifique n'a été réalisée au Xingu. En revanche, des analyses ont été menées dans une autre ville du Brésil, entourée elle aussi de champs de soja, et leurs conclusions sont édifiantes. Elles ont détecté la présence de pesticides en grande quantité dans l'eau, dont par exemple l'endosulfan, un produit toxique interdit dans l'agriculture en France depuis 30 ans. Or ici, sa concentration a atteint 0,82 microgrammes par litre dans les puits d'eau potable. C'est 80 fois plus que les seuils admis en Europe. De telles doses engendrent à terme des cancers, des troubles neurologiques et hormonaux. Aujourd'hui, le Brésil, avec 1 milliard de litres de pesticides déversés par an, en est le plus gros consommateur au monde. Un risque sanitaire qui aurait de quoi inquiéter au plus haut de l'État. Pour en avoir le cœur net, nous prenons le chemin de Brasilia. C'est la capitale. Nous voulons savoir si les autorités du pays sont bien conscientes du problème ou si au contraire, elles ont choisi de fermer les yeux. Au ministère de l'Agriculture, voici Derli Dossa. C'est le premier conseiller du ministre, celui qui a lancé la culture intensive du soja. Selon Derli Dossa, c'était l'un des meilleurs moyens de sortir le pays du marasme économique. Quand on parle de l'agriculture du Brésil, on parle d'une agriculture qui, aujourd'hui, est capable de nourrir ses 190 millions d'habitants et qui exporte presque dans 200 pays dans le monde. Un succès économique, mais au prix d'un réel risque pour la santé des habitants. Nous présentons au conseiller du ministre ce document de l'agence sanitaire brésilienne. De surveillance sanitaire brésilienne. Une liste de 14 pesticides reconnus comme dangereux et que l'agence voudrait interdire dans ce pays, comme cela est déjà le cas aux États-Unis, au Canada ou en Europe. Forato, interdit en Europe, interdit en Europe, interdit en Europe. Des recommandations que pour l'instant, le ministère de l'Agriculture tarde à appliquer. Écoutez, si dans un pays tropical comme le nôtre, vous enleviez tous les produits chimiques utilisés au Brésil, nous aurions évidemment une chute de la productivité très importante. Et on pourrait s'inquiéter sur la production des aliments dans le monde. S'il vient à manquer de nourriture, il y aurait beaucoup plus de gens qui mourraient de sous-nutrition qu'à cause de l'utilisation des pesticides. Pour produire et vendre chaque année ces millions de tonnes de soja, le Brésil est donc complaisant avec l'utilisation des produits chimiques. Ainsi, entre les quantités d'eau polluée et les volumes d'eau de pluie disparus, la planète paye un lourd tribut pour le soja. Pour 1 kilo de ce soja, cet impact est estimé à 2000 litres.